Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence avec Prince. Aujourd'hui, la personne que je reçois nous vient tout droit du Canada. Andrea, qu'elle s'appelle. Elle va vous parler de son histoire, elle va vous narrer ses aventures et ses mésaventures. Mais surtout, j'en suis sûr et certain, à la fin de ce podcast, le message qu'on va retenir, c'est l'espoir. Parce que oui, chers amis, c'est une femme brillante, à la douce voix, qui est venue nous apporter beaucoup d'espoir. Et plus particulièrement aux personnes qui souhaitent avoir un enfant, Andrea va vous expliquer comment elle a réussi, malgré toutes ses mésaventures, à être l'une des femmes la plus comblée au monde. Bonjour Andrea, comment tu vas ? Bonjour Prince, c'est un plaisir d'être ici. Je suis très heureux et très honoré de te recevoir à la part de la Villette et merci d'avoir accepté mon invitation sur Confidence avec Prince. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu es prête à te confier aujourd'hui ? À cœur ouvert. À cœur ouvert, avec sincérité, avec honnêteté ? Avec authenticité. Parfait. Andrea, moi j'ai appris à te connaître il y a quelques jours maintenant. Je vais te laisser te présenter auprès de tous nos auditeurs. Je m'appelle Andrea Beaumont. Je suis une femme de 33 ans qui vit à Montréal. Et je suis dans la vie accompagnante en fertilité et accompagnante à la naissance. Je suis également herboriste et la fondatrice de Anne & Ellie, qui est une entreprise de produits et de soins naturels à base de plantes pour le bien-être des femmes. Waouh, ça fait beaucoup d'outils là pour une seule jeune femme. C'est incroyable. Mais attends, mais comment t'as fait et combien de vies as-tu eu pour avoir autant de connaissances ? Explique-moi comment tout ça a commencé. J'en rigole souvent avec ma sœur parce qu'elle me dit que j'ai plusieurs vies et que je ne suis certainement pas dans ma dernière vie. J'ai eu véritablement plusieurs étapes de vie. Je tiens à préciser que j'ai été journaliste pendant 10 ans. Donc, c'est vraiment ça le milieu dans lequel j'ai toujours baigné, les médias, le journalisme, la télé. Et ça a été vraiment ça toute ma vie. D'accord. Et il y a eu différents événements qui m'ont faire ce revirement professionnel. Mm-hmm. Et d'habitude, je me définis comme une entrepreneure accidentelle parce que c'était pas du tout prévu. Alors, pendant des années, pendant que je travaillais comme journaliste, je souffrais, mais je souffrais en silence. D'accord. Je souffrais de ce qu'on appelle des kystes ovariens. J'avais également des règles très douloureuses à tel point que je ne pouvais pas travailler ni étudier à cette période du mois. Comme beaucoup de femmes. Énormément de femmes. Mm-hmm. Sauf que je le vivais en silence. Donc, je le partageais à personne puisque j'étais dans un milieu très, très superficiel, un milieu où c'était énormément les apparences et j'avais peur d'être jugée. Et je ne savais pas exactement de quoi je souffrais. Et je me souviens de ce jour où j'étais dans le métro avec une amie et j'ai été prise d'une douleur foudroyante au niveau de l'ovaire gauche, à tel point que je n'arrivais plus à tenir debout. Okay. Et mon amie m'a aidée, elle me soutenait, elle m'a aidée à rentrer chez moi. Et j'avais tellement mal que ma mère m'a dit « c'est pas normal que tu aies aussi mal, on va à l'urgence ». Et on est tellement habitué à souffrir en tant que femme. En tant que femme, bien sûr. Ouais, c'est ça qu'on normalise, ce qui n'est pas normal. Et donc, je me souviens que je dissuadais ma mère, je lui dis mais non, ça va passer, etc. Elle m'a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on se rend à l'urgence. Et arrivé à l'urgence, un médecin m'examine, il me fait une échographie. Et là, il voit un gros kyste dans mes ovaires qui est en train de se tordre. Et t'avais quel âge à cette époque-là ? J'étais super jeune, je pense que j'avais 19 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Wow. Vas-y, ensuite. Et ensuite, il dit je peux pas vous laisser rentrer chez vous parce que si jamais le kyste se tord davantage, eh bien, ça peut créer des conséquences. Vous pouvez perdre un ovaire et ça peut être dramatique. Et il faut absolument qu'on vous opère dans les 12 heures qui suivent. Wow. Et là, j'étais sous le choc et j'ai subi une opération. À ce moment-là, l'opération s'est bien passée, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'à l'issue de l'opération, on m'a rien expliqué sur ce que j'avais. Donc on t'a opéré comme ça, on t'a mis sur le billard et on t'a ouvert et on t'a rien dit. On m'a dit t'avais un kyste, mais je savais pas pourquoi j'ai ça. Je savais pas qu'il faut faire quelque chose. Est-ce que ça va revenir ? Est-ce que j'ai eu aucune explication sur les causes, sur rien du tout. Ils m'ont juste dit ça arrive. Et ça arrive à beaucoup de femmes. Oh, putain. Et à beaucoup de femmes noires en plus.
J'ai repris ma vie normale. J'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Et après cette opération, comment toi tu te sentais? Est-ce que tu avais moins de douleur? Comment c'était? Après cette opération, j'avais toujours mal pendant mes règles, mais j'avais beaucoup moins mal que l'incident qui m'a conduit à l'urgence. Okay. Et il y a l'insouciance et c'est quelque chose qui malheureusement touche beaucoup de femmes, c'est que vu qu'on n'est pas informé sur la gravité de ce qu'on vit, on passe dessus. Et j'ai continué ma vie. Quelques années après, les kystes sont revenus. Okay. Et ils sont pas revenus tout seuls. J'avais des fibromes également, donc des fibromes utérins. Okay. Ce sont des tumeurs bénignes qui apparaissent dans l'utérus des femmes, particulièrement des femmes noires, parce qu'une femme noire sur 3 est touchée. Et ce sont des... Alors, juste parce que je t'interpelle par rapport à ça, pourquoi particulièrement chez les femmes? Est-ce que cela veut dire qu'il y a une différence au niveau de la conception de l'organe génital de la femme blanche et de la femme noire? Pas spécifiquement. Justement, c'est une pathologie pour laquelle il n'y a pas assez de recherche scientifique. D'accord. Donc, ils ne savent pas, les scientifiques, les médecins ne savent pas pourquoi ça touche particulièrement les femmes noires. Mais il y a des pistes, en fait. Des pistes selon lesquelles ce serait peut-être la surexposition à des perturbateurs endocriniens, que ce soit les produits défrisants ou certains aliments dans notre alimentation, comme le cube magie, tu vois, des choses comme ça. Mais c'est une piste. Toutes ces choses au quotidien que les femmes noires font peut avoir de manière intrinsèque une conséquence à tout leur dérèglement hormonal et organique aussi. Oui, je dirais que ça contribue, parce que ce n'est pas la cause racine. D'accord. Ça contribue à accentuer justement ces symptômes-là, parce qu'il y a des femmes qui n'ont jamais mis de produits défrisants sur leurs cheveux, qui sont entièrement naturelles, qui sont végétariennes, mais qui ont quand même des fibromes. Donc, il y a d'autres facteurs, mais c'est certain que ce à quoi on est exposé culturellement dans les communautés noires joue un rôle important au niveau du déséquilibre hormonal qu'on va subir. C'est la raison pour laquelle il y a souvent ce facteur aussi génétique dans les familles où il y a des fibromes. C'est ce que j'allais te poser justement la question, le facteur génétique et autres. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis noires, afrodescendantes, qui portent... pas dire presque toutes la même maladie ou les mêmes symptômes, mais c'est vrai que c'est très fréquent. Très fréquent, ces douleurs, ces règles, de l'endométriose, et j'en passe. Mais pareil, j'ai des amies aussi caucasiennes, européennes, mais qui, d'un point de vue général, n'ont pas ces mêmes douleurs ou n'ont pas ces mêmes pathologies. Alors, elles ont autre chose qui sont propres à elles aussi, et je te rejoins parfaitement là-dessus que notre quotidien, notre manière de faire, notre alimentation et même notre hygiène de vie peut avoir des conséquences sur nous et même peut laisser des traces dans notre ADN qui va faire que ça transmet directement à nos enfants. Absolument. C'est ce qui est de plus en plus évident avec les recherches et les expériences, aussi les témoignages des femmes qui vivent des choses similaires. Et c'était le cas pour moi, dans le sens où rien n'expliquait pourquoi, à un si jeune âge, j'avais déjà développé ces pathologies. Et il faut savoir que ce sont aussi des problématiques qui peuvent affecter la fertilité, dans le sens où je me souviens que les années qui ont suivi mon opération, j'ai recommencé à avoir des symptômes, j'ai recommencé à avoir des douleurs. Et je me souviens que j'étais étudiante à cette époque en Angleterre. Et j'étais allée voir un médecin généraliste à qui j'expliquais mes symptômes. J'avais de l'acné, des douleurs inhabituelles et qui ne m'a pas prise au sérieux. Qui me disait, ça arrive à toutes les femmes. Vous inquiétez pas, ça arrive à toutes les femmes. Je dis, mais je sais qu'il y a quelque chose de différent, je sais qu'il y a un problème, et il ne me prenait pas au sérieux. Il me disait, ça passera quand vous aurez des enfants. Il ne m'a fait aucun examen médical. Aucun. Et là-bas, tu as besoin d'avoir une référence pour aller voir un... Quand tu parles de là-bas, c'est où? J'étais en Angleterre à cette époque, voilà. Et tu as besoin d'avoir une référence pour aller voir un spécialiste, gynécologue, etc. Donc, le médecin généraliste ne voulait même pas m'écouter. Et je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais j'avais pas de solution. Donc, tout ce qui me restait à faire, c'est de prendre du Doliprane tout le temps, mais ça ne calmait pas mes douleurs. Et ça ne calmait pas les symptômes que j'avais. Et ça a duré quelques années.
jusqu'au jour où j'avais une tante en Angleterre qui me dit, tu sais, je connais un très bon médecin spécialisé dans la santé des femmes, la santé reproductive, mais elle vit en Inde. Est-ce que tu serais prête à aller... C'est pas vrai. Ah ouais, non, je te jure, c'était un truc de malade. Me dis pas que t'es partie en Inde. Je suis allée en Inde 3 fois. Pardon, c'est là tout de suite ce que tu viens de me dire, ça m'a fait penser à une vraie, et ça existe, une scène de film de Doctor Strange. Ok. Tu sais, il a eu c'était un médecin, le Doctor Strange, c'est pour ça qu'il s'appelle Docteur d'ailleurs, et il a eu il se l'a raconté au début quand il avait tout allait bien, ça se passait super bien, il a eu un big accident, et il perd tout, il perd son talent, il peut plus opérer, et ainsi de suite. Et on lui dit, si tu veux être vraiment guéri, il faut que tu pars. Alors, c'était pas en Inde, mais tu sais, c'était peut-être au Tibet ou dans les pays avec les moines des moines et autres. Ils vont travailler avec toi pour pouvoir t'aider en fait à te remettre. Et il est parti là-bas et il s'est complètement transformé. Oh waouh! Et je te passe le relais pour que tu les expliques ta transformation. C'est excellent, je connaissais pas. Ouais, non, mais c'est assez fou parce que j'avais pas d'autre option. T'es en souffrance, il n'y a aucun médecin qui te prend. J'avais aucune autre option. C'est une blague. Ah oui, non, je t'assure. J'avais aucune autre option. Je me faisais pas entendre, je me faisais pas prendre au sérieux. Et énormément de femmes, j'en suis sûre, vont se reconnaître dans ça. C'est ce qu'on appelle l'errance médicale. Wow. C'est que tu sais que quelque chose ne va pas, tu passes d'un médecin à l'autre, mais il y a personne qui pose beaucoup de femmes vont se reconnaître. le diagnostic. Ouais, c'est ça. Et ça a duré des années. Et puis finalement, je me souviens, j'étais étudiante, donc du coup, j'avais trouvé un super deal pour aller en Inde à 300 €, tout ça. Je suis montée dans l'avion, je suis allée à l'hôpital direct. Wow. Je suis allée à l'hôpital direct et c'est un hôpital super avancé, vraiment en termes de... Mais tu dois avoir quand même une vraie détresse pour te dire que je pars d'un pays développé qui était l'Angleterre, hein, si tu m'arrêtes si je me trompe, pour aller me faire soigner dans un pays du tiers-monde. Parce que là-bas, ils ont des solutions que dans ce pays développé dans lequel tu étais, n'ont pas. C'est fou. Mais c'est hallucinant ce que tu es en train de me dire. Complètement. Ça montre les failles du système de santé dans beaucoup de pays développés. Parce que l'Inde a beau être un pays avec une grande population pauvre, mais d'un point de vue médical, ils sont très avancés. Mais est-ce que c'est aussi, en connaissant un peu l'Inde, est-ce que c'est aussi ce côté un peu bouddhiste qu'ils ont, ce côté un peu naturel des chakras, qui fait que ces genres de traitements, ils le prennent un peu plus au sérieux et permettent de développer un peu plus cela, parce qu'on sait que l'Inde aussi est très peuplée comme absolument. pays. Et s'il y a énormément d'habitants, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. C'est certain. Je pense qu'il y a les deux approches là-bas. C'est un pays qui est très développé d'un point de vue de santé naturelle aussi, mais dans la santé très conventionnelle, très médicale, ils sont aussi très avancés. Et quand je me rendais en Inde, c'était vraiment pour aller dans un hôpital très médical. Là. C'était vraiment, j'avais pas d'autres, je savais même pas qu'il y avait d'autres options. Moi, c'était juste ça que j'allais voir. Et une fois que je suis arrivée là-bas, eh bien, on m'a fait des tests, donc tous les bilans, tous les examens que j'ai jamais pu obtenir en Angleterre, on me les a fait là-bas. Et j'ai eu un diagnostic. Donc, j'ai vu le médecin en question, il m'a dit, voilà, vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, vous avez des fibromes utérins qui ont presque 10 cm, il faut vous opérer, vous avez quasiment aucune chance d'avoir des enfants naturellement, mais on est spécialisé dans la procréation médicalement assistée, donc on pourra vous aider, machin et tout, mais c'était vraiment hallucinant. Donc, je suis passée d'une personne qui pensait juste qu'elle avait des petites douleurs, des petites acnés sur le visage, à avoir un vrai diagnostic d'un syndrome pour lequel il n'y a aucune solution. Il n'y a aucun traitement pour le syndrome des ovaires polykystiques. Et les fibromes utérins aussi, il n'y a aucun traitement. Parce que la seule chose qui est recommandée, c'est d'opérer, de l'enlever, mais ça revient. Et moi, je me permets de faire une petite entaille à ce que tu es en train de dire pour pouvoir lancer un message à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. C'est que je pense qu'on est aussi notre propre médecin. On se connaît mieux que le médecin parce qu'on vit à l'intérieur de ce corps. De grâce. Si vous sentez que le diagnostic médical n'est pas celui que vous ressentez à l'intérieur de vous, allez-y, allez voir d'autres personnes, allez trouver d'autres solutions. Parce que vous avez raison. C'est votre corps, c'est notre corps. C'est pas le corps du médecin. Lui, il a sa théorie, il a ses études, il a sa pratique, il a sa science. Mais nous, on vit tout ça. Donc moi, je vous encourage. Et j'ai eu
à échanger avec beaucoup de femmes qui ont eu des maladies et les médecins ont dit non mais c'est pas grave. Et au fin du compte, se sont retrouvés avec des cancers, de l'endométriose et d'autres pathologies très graves dont le médecin n'avait même pas poussé. Et il a suffi que cette personne dont je parle, et je tairai le nom par respect pour elle, change de médecin. Et elle a pu avoir un avis médical différent. Et malheureusement pour elle, c'était bien plus grave. Oh. C'est tellement triste ce que tu dis, puis ça reflète la réalité. C'est tellement important d'avoir toujours plusieurs avis médicaux, de changer de médecin comme tu dis. Et ce que tu as dit, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est quelque chose que je répète beaucoup aux femmes que j'accompagne. Tu es l'experte de ton corps. Aucun professionnel de santé, que ce soit des professionnels de santé conventionnels ou même des naturopathes, personne ne connaît ton corps mieux que toi, parce que c'est toi qui le sens. C'est ça. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, à l'époque, je ne savais pas que j'avais une telle connexion. J'écoutais, on fait confiance à ce que le médecin nous dit. Donc, s'il te dit que tu n'as rien, tu te dis OK. Mais tu souffres au quotidien et c'est ça qui m'a poussée jusqu'en Inde. Et à l'instant où j'ai eu le diagnostic, j'étais soulagée. Ouais. C'est fou parce que c'était un diagnostic terrible, terrifiant, mais j'étais soulagée parce que pour la première fois, j'avais quelqu'un en face de moi qui me faisait sentir que je suis pas folle, que je suis pas en train d'inventer, que c'est pas dans ma tête. Parce qu'ils m'ont dit que c'était dans ma tête, ils m'ont dit que c'est pas grave, vous exagérez, etc. Et là, j'étais rassurée. Je comprenais rien à mon diagnostic, mais j'étais rassurée qu'il y avait une explication. Incroyable. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Puis les mois, les années qui ont suivi ont été un autre cheminement difficile parce que j'ai commencé à faire mes pieds de recherche sur ce que j'avais. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est grave, que c'est l'une des premières causes d'infertilité dans le monde, le syndrome des ovaires polykystiques. À ça, on ajoute les fibromes utérins que j'avais, qui sont aussi une cause majeure aussi de fausses couches, de troubles de fertilité, et pour lesquels il n'y a pas de traitement médical, une fois de plus. Et là, je me suis trouvée face à un mur où le médecin qui m'a diagnostiqué m'a dit, vous avez 2 options. On peut vous faire une opération pour enlever les fibromes et pour le syndrome des ovaires polykystiques, qu'on appelle généralement SOPK pour le raccourcir, on peut vous prescrire une pilule qui va juste mettre en arrêt vos hormones et puis vous vivez comme ça jusqu'à ce que vous voulez avoir des enfants et à ce moment-là, on va vous faire passer des traitements de fertilité, mais vous n'avez aucune chance d'avoir des enfants naturellement. En fait, ils te proposent de te mettre en pré-ménopause, en fait. Exactement, exactement. Et à l'époque, je savais pas ce que je sais aujourd'hui, donc je me disais ok, allons-y, si c'est la seule solution. Et j'ai eu donc une opération, deuxième opération, donc j'avais même pas 25 ans à l'époque, j'avais 24, ouais. Donc j'avais ma deuxième opération de l'utérus. J'avais même pas encore envisagé d'avoir des enfants, qu'on me disait déjà que mes chances sont tellement réduites que je dois même pas y songer. Même par une PMA ? Justement, on me proposait uniquement une fécondation in vitro ou des traitements. Puis à cette époque-là, c'était pas autant poussé qu'aujourd'hui. C'est ça. Et en fait, surtout, je dis souvent qu'un enfant n'est pas un médicament. Tu vois, parce que parfois, ce que les médecins disent souvent, c'est quand vous allez avoir un enfant, ça va se régler. Mais du coup, il faut avoir un enfant pour régler un problème de santé. Je trouvais ça assez loufoque parce que je me dis, c'est ça, je comprenais pas. J'étais étudiante, j'étais pas du tout stable dans ma vie déjà professionnelle. J'avais pas de compagnon ou quelqu'un avec qui je me voyais avoir des enfants. Puis 25 ans, c'est jeune. C'est super jeune. Mais moi, c'est depuis 19 ans. Donc, depuis 19 ans, on me dit, il faut avoir des enfants, sinon. Et là, je me dis, donc, il faut que j'ai un enfant pour régler un problème de santé. Ça me paraissait complètement illogique. Et là, je pense que c'est là que mon cerveau de journaliste m'a aidé. Parce que j'ai commencé à investiguer. Après mon opération, c'était en 2016, je me suis dit à moi-même et à Dieu, c'est ma dernière opération. Je ne peux pas croire que mon corps est condamné. Il n'y a aucune raison. J'arrive pas à comprendre c'est quoi les causes de ce que je vis. Et je veux pas croire que je suis condamnée à passer d'opération en opération, à vivre dans la douleur, à tel point que je travaillais plus, parce que tout le temps tu t'arrêtes, c'est des maladies chroniques.
t'as mal, tu peux pas travailler, tu peux rien faire et tu peux pas expliquer à ton entourage ce que tu vis. Et je me suis fait ce vœu à moi-même devant Dieu en disant, je veux pas croire de toute façon. J'avais aucune autre solution. Le médecin m'a donné aucune autre solution, donc je n'avais que moi. Et là, je me suis dit, je vais chercher des solutions pour aller mieux. Et mon rêve le plus cher de toute ma vie, c'était d'avoir des enfants. C'est quelque chose que je chérissais et que je chéris toujours. Je me dis, on peut pas m'enlever ça sans raison. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'étais dans la dépression, je vivais ça toute seule. Personne dans mon entourage ne savait ce que je traversais, à part ma famille directe, donc mes frères et sœurs et ma mère. D'apparence, je suis quelqu'un de très souriante, ça a l'air d'aller bien, mais au fond, je souffrais intérieurement. Et les 6 mois qui ont suivi cette opération, ma vie a complètement changé. Wow. T'as vu, je bois tes paroles, je suis... Continue. J'ai plus envie de parler, je me peux de faire ni d'analyse ou autre. On te laisse prendre la parole, enfin on te laisse continuer. Ta vie elle a changé par rapport à quoi? Alors, c'était mon 3e voyage en Inde. Comme je t'ai dit, l'Inde c'est devenu mon village. Ouais. D'ailleurs, j'y retourne dans quelques jours, mais pour d'autres raisons. Je vais plus pour me faire ouvrir l'utérus. On en parlera tout à l'heure, justement, de cette autre raison. Donc, du coup, ta vie... C'est ça. Donc, quand je reviens de ce 3e voyage en Inde, je me dis, écoute, à ce moment-là, j'ai aucune autre option qui s'ouvre à moi. Je veux guérir, je veux aller mieux. Je veux vivre une vie normale, je veux arrêter de souffrir. Parce qu'il faut rappeler que les maladies comme le syndrome des ovaires polykystiques augmentent les risques de dépression. Donc ça, c'est scientifiquement prouvé. C'est le fait qu'une femme n'ovule pas de manière régulière. Donc ça entraîne des troubles hormonaux qui, en fait, augmentent les risques de dépression. C'est aussi la raison pour laquelle les femmes qui sont sous pilule contraceptive ont souvent comme effet secondaire anxiété, dépression, troubles de l'humeur parce que l'ovulation est arrêtée. Et par conséquent, elles sont perturbées. C'est pour ça que souvent, c'est de l'information qui manque au niveau en tout cas du système médical, c'est qu'on ne parle pas assez de l'importance de l'ovulation. On pense juste à ça pour la fertilité, pour tomber enceinte, mais la réalité, c'est que ça a un rôle aussi. Les hormones qui sont relâchées pendant l'ovulation ont un effet anti-anxiété. Wow. Ça permet de se relaxer, la progestérone notamment. Donc moi, j'étais en dépression, j'allais pas bien. Et je me suis dit, ok, vu qu'on me laisse aucune chance, vu qu'on m'a dit que j'aurais pas d'enfant, vu qu'on va sûrement m'opérer encore dans 3 ans quand les fibromes vont revenir, je vais me tourner vers autre chose. Et là, je m'installais à Montréal à cette époque-là. Et c'est quoi qui t'a donné envie d'aller à Montréal? À Montréal, je suis allée honnêtement pour aller rejoindre la personne qui partageait ma vie à cette époque-là. Et je venais de vivre toutes ces opérations et toute cette détresse que je me suis dit, ça va me changer. Ouais, j'avais besoin de soutien. Donc, j'étais là, je travaillais plus puisque j'étais en arrêt. Et là, pendant les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à m'intéresser aux plantes médicinales. Okay. J'ai commencé à m'intéresser aussi à la nutrition, à tout ce qui est sain. Et j'ai remarqué que quand je mangeais moins de certains aliments, j'avais moins de douleurs pendant mes règles. D'accord. J'avais moins d'acné, j'avais moins de fatigue. J'ai commencé à faire des tests comme ça. J'ai fait ah ouais d'accord. Donc quand je coupe les produits laitiers, j'ai beaucoup moins mal, j'ai moins de boutons, etc. Et je rappelle que j'avais un cycle très irrégulier. Donc en général, une femme qui a un cycle menstruel régulier a ses règles chaque mois. Et une femme qui a des règles irrégulières, comme avec le SOPK, ça peut arriver quand ça veut, en fait. Donc, une fois tous les 3 mois, à n'importe quel moment. Donc, c'est très difficile à vivre. Et quand j'ai commencé à faire mes changements dans mon alimentation, j'ai commencé à m'intéresser aux plantes médicinales, à lire dessus, à voir des articles, acheter des livres dessus. J'avais aucune formation à cette époque-là. C'était vraiment des tests que je faisais sur moi-même. 3 mois après, j'avais 0 douleur pendant mes règles. Mais quand je dis 0, c'était incroyable pour moi-même. Je me reconnaissais même pas. Je fais, ah ouais, okay. Donc on peut avoir ces règles sans douleur. J'avais énormément d'acné qui avait commencé à partir. Donc je voyais qu'il y avait vraiment une amélioration. Et tous les autres symptômes que j'avais, comme la fatigue chronique, des symptômes dépressifs,
Tout autre symptôme, en fait, je voyais une amélioration et je me suis dit, ok, je vais continuer ce que je fais. Je sais pas ce que je fais, mais je vais continuer. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. Je mangeais super sainement, plein de fruits, plein de légumes. Je coupais tous les aliments qui étaient inflammatoires, produits laitiers. Je mangeais de moins en moins de viande. Enfin, j'étais vraiment sur mon chemin. On dit que la viande peut être inflammatoire lorsqu'on a certaines pathologies, comme la tienne, comme l'endométriose. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Et plusieurs études scientifiques le prouvent, que la viande rouge en particulier. Exactement. Ouais. La viande rouge en particulier est inflammatoire et peut augmenter les risques et les symptômes de certaines pathologies, même les maladies chroniques classiques comme hypertension, diabète, etc. Les risques sont plus élevés, par exemple, de développer des maladies cardiovasculaires si on consomme énormément d'aliments inflammatoires, comme la viande rouge. Donc, quand j'ai compris ça, et je sais que les maladies que j'avais sont en fait leur carburant, c'est l'inflammation. Donc j'ai commencé à enlever tout ce qui est inflammatoire et j'ai vu une différence. 6 mois après, j'étais réglée comme une horloge. Wow. J'avais un cycle menstruel hyper régulier. J'avais plus aucune douleur, mais quand j'ai aucune, c'était 0. Wow, putain. C'était incroyable. Incroyable. Juste avec une meilleure alimentation, avec une régularisation complètement de ton hygiène de vie. C'est ça. Pour le coup, tu n'avais plus besoin de médicaments. C'est ça. Et puis je prenais des médicaments avant, mais ça me soulageait juste de manière très temporaire. Et là, je voyais une transformation et je tiens à préciser que j'utilisais les plantes médicinales de manière très régulière. Ça faisait partie de ma routine. J'avais des infusions que je faisais d'ortie, de feuilles de framboisier, d'hibiscus. Je m'amusais avec les plantes. Je faisais mes expérimentations. J'ai toujours dit que j'étais mon propre rat de laboratoire, honnêtement. 6 mois plus tard, l'incroyable s'est passé. Et je me souviens de ce jour où je me sentais bizarre. Et je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre. Et mes règles avaient recommencé à être irrégulières parce que je devais avoir mes règles, comme c'était hyper régulière maintenant. Et puis là, je les avais pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, j'écoute ma voix intérieure. J'écoute, c'est la voix de Dieu. J'écoute et je dis, je vais faire un test de grossesse. Je rappelle que j'étais en couple, j'étais avec mon conjoint et voilà, puisque de toute façon, c'était pas un projet pour moi d'avoir des enfants, c'était pas une possibilité. C'est ce que j'ai posé la question. Donc, c'était pas du tout une envie, oui, mais c'était pas un projet. Il y avait pas un processus qui était mis en place pour la confection d'un enfant. En fait, j'essaie d'expliquer le mindset dans lequel j'étais. Tiens, on t'a tellement dit que quelque chose était impossible pour toi dans ta vie que tu finis par penser que c'est impossible. Bien sûr. C'est ça. Et dans ma tête, j'avais aucune idée que c'était possible pour moi d'être enceinte. Et j'avais toujours cette envie-là au fond de moi. C'est un désir que j'avais toujours, mais je pensais même pas que c'était possible physiquement pour moi. Et j'avais commencé à explorer d'autres avenues. Je me suis dit, peut-être je vais adopter, peut-être je vais prendre une petite dans mon village que je vais adopter qui va être ma fille. Tu sais, au pays, il y a toujours des petits-enfants qui n'ont pas de parents ou qui ont des parents qui s'en occupent pas. Donc, j'étais dans ce processus-là, mais à aucun moment, je pensais que moi, je pouvais avoir la vie en moi. Et du coup, quand j'ai appris que j'ai vu le test de grossesse positif, je me suis dit non, c'est pas possible. J'en ai refait plusieurs et c'était positif. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Tu fais des tests de grossesse. Ouais. Et je dis que c'est pas possible. Si les tests sont positifs, je veux qu'on prenne le temps parce que depuis tout à l'heure, ça fait 28 minutes qu'on parle de choses négatives et là, c'est la première chose de positive qu'on fait. On va pas le louper celui-là. C'est quoi ta réaction? Comment tu te sens? Tu peux pas dire non, c'est pas possible. Il y a quand même une dualité, il y a quand même un truc qui doit se passer à l'intérieur de toi. Parce que le test, il est positif. En plus, tu me dis que tu en as fait plusieurs. Ouais. Le premier test était positif, j'ai pleuré. Je pleurais de joie dans un premier temps parce que c'était ma prière. Wow. C'était ma prière. Tu sais, malgré... il y avait l'espoir en moi. Malgré le fait que les médecins me disaient tout ça, il y avait quelque chose en moi qui me dit, Andrea, c'est pas fini. C'est pas ça, il y a autre chose. Donc, c'était ma prière. Je priais tous les jours que Dieu fait que Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir un enfant. Parce que tu sais l'amour que j'ai pour les enfants. Et donc, je pense que je n'arrivais pas à croire que mes prières étaient réelles. Donc, j'ai eu tout de suite la réaction de pleurer, de joie. Après, je me suis dit, non, c'est pas possible. Parce que de toute façon, rien de bon ne m'arrive. Donc, forcément, il y a quelque chose, c'est pas vrai.
Et là, j'en ai parlé à personne, j'en ai même pas parlé à mon conjoint. Je suis allée racheter d'autres tests. J'ai refait tous les tests en secret. Ça fait combien de tests comme ça? T'as besoin de combien de oui, c'est bon pour comprendre que c'est bon? J'en ai fait, je pense, 3 ou 4. Et jusque-là, j'ai dit non, je vais aller faire un test sanguin. Parce en que fait, toi, tu voulais que ce soit négatif, c'est pas possible. Non, mais je pense que j'avais aussi des croyances très limitantes même, tu vois, je pense qu'intérieurement, j'ai aussi guéri intérieurement parce que je pense que j'étais dans l'auto-sabotage à fond parce que j'ai quelque chose de beau qui m'arrive et je suis en train de dire non, c'est pas possible, il y a forcément quelque chose qui va se passer, il y a forcément, ou si je suis enceinte, je vais forcément faire une fausse couche, ou il y a quelque chose qui va se passer. Quand j'ai eu le test sanguin, ça a été pour moi la confirmation de la confirmation. Wow. Que je suis bel et bien enceinte. Et là, pour moi, c'était un miracle. C'était un miracle, je me souviens. Pour le premier, sans passer par la PMA. Sans passer par rien du tout, quoi. Tu vois, c'est arrivé tout seul. Par la voie naturelle. C'est arrivé tout seul, par voie naturelle. Et j'étais aux anges. Et j'en ai parlé à ma mère. Elle était tellement heureuse. Elle était tellement contente. Mon conjoint aussi. On était vraiment heureux. Et malgré tout ça, tu sais, tout au long de la grossesse, je me disais, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais j'ai eu le déclic à ce moment-là. C'est là où le déclic est arrivé dans ma vie. Parce que je me suis dit, il y a 6 mois, c'était le chaos. 6 mois plus tard, je suis enceinte et je vais bien. Parce qu'avant que je sois enceinte, j'allais bien physiquement. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces 6 mois? Ce que j'ai fait, il y a forcément quelque chose qui a marché et j'aimerais comprendre, j'aimerais le documenter. Et là, je pense que c'est toujours mon cerveau de journaliste qui était à l'œuvre. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à me former en herboristerie. J'ai commencé à me former en santé intégrative, en nutrition, pendant que j'étais enceinte. J'arrivais pas à retourner dans ma vie d'avant. Je me dis, c'est impossible que je retourne à faire des reportages à la con. Enfin, désolé du langage, mais pour moi, c'était devenu futile. Je me suis dit, là, je viens de vivre un truc extraordinaire et je vais même pas le documenter. Donc, là, je me suis dit, OK, je vais reprendre ça, je vais essayer de comprendre. Donc, pendant toute ma grossesse, je me suis retournée sur les bancs d'école, en fait. Je faisais des formations en ligne. J'apprenais, j'allais faire des ateliers d'herboristes avec des herboristes. C'était devenu ma passion. Oh, putain. J'adore tes yeux pendant tout le... Les gens ne voient pas mes yeux, j'ai les yeux... Écarquillés. Mais je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais franchement, c'est pour ça que je disais à l'introduction de ce podcast, c'est vraiment l'espoir. Ouais, t'as vraiment très bien résumé parce que c'est ça. C'est vraiment, c'est ce que tu me dis, moi ça fait sens parce que ici même à la part de la Villette, on enregistre le podcast, on fait beaucoup d'ateliers sur le bien-être et plus particulièrement le bien-être de la femme à travers des conférences, à travers du networking, des ateliers. Sur la sexualité, et je découvre moi en tant qu'homme que mais la femme elle souffre. Oh mon Dieu, c'est bon d'être un homme. en fait, faut être homme. Non, blague à part. Mais j'apprends énormément. Et ce qui revient en fait à chaque fois, c'est que on est en capacité, pas de s'auto-guérir, mais on est en capacité de déclencher le processus de la guérison. Avec une seule chose, la volonté de s'en sortir. Cette croyance de dire que je suis l'actrice qui peut me sortir de ce sacré merdier, excusez-moi du terme. Je suis la personne, je suis la productrice, la scénariste de mon propre scénario. Et ce scénario-là, je vais l'écrire pour pouvoir écrire un bonheur parfait. Donc, chers amis, dites-vous bien cela, que vous pouvez le faire. Il suffit juste de le vouloir. Et j'ai adoré en fait ce que tu as dit. Bon, on a rentré un peu plus dans la croyance et dans la spiritualité. Tu priais chaque jour, chaque nuit, pour pouvoir en fait obtenir ce dont tu avais toujours voulu, donner la vie. Et c'est pour ça, moi, je vous invite. Je suis pas là à faire de la conversion ou autre, mais de croire que le bonheur peut vous arriver, de croire que quelque chose de bien peut venir dans votre vie. C'est une question d'énergie. Lorsqu'en fait on diffuse cette énergie positive, cette énergie de foi, cette énergie de conviction et de certitude, quoi qu'il arrive, ça va nous revenir positivement et avec un résultat positif. Et
tu résumes parfaitement ce que je suis en train de dire avec ton exemple de ton premier enfant. Absolument. C'est avec recul que je réalise que c'est la foi qui m'a tenue debout. Parce que j'avais des pensées suicidaires à un moment donné. Dans tout mon cheminement, c'était la dépression. Et dans nos communautés, c'est très tabou. Donc même ma famille ne savait pas comment je me sentais. Ils savaient que j'avais ces diagnostics, mais ils ne savaient pas comment j'allais à l'intérieur. Parce qu'Andrea est la personne qui est toujours souriante, qui aide toujours les autres, qui donne. Mais au fond de moi, je souffrais. Et si j'avais pas eu cette foi, je pense pas que je serais ici aujourd'hui. Parce que les maladies chroniques, elles ne nous bouffent pas juste physiquement, elles nous bouffent aussi de l'intérieur. Donc, je pense que Dieu se manifeste aussi dans les situations impossibles. Sinon, on n'aurait pas la foi. Parce que sinon, on s'attribuerait ces miracles-là. Si c'était trop facile, je pense que je n'aurais pas eu de transformation intérieure. Si j'avais été enceinte de manière trop évidente, j'aurais continué ma vie d'avant. J'aurais pas eu de remise en question parce que j'ai vraiment fait un shift à 360 degrés dans ma vie. Je suis passée de journaliste qui voyageait partout, qui faisait des shows, qui faisait des trucs comme ça, à quelqu'un qui était dans le soin, dans l'accompagnement, à chercher à aider les autres personnes, à chercher à aider les femmes qui vivaient aussi ça, à pouvoir redonner ce que Dieu m'a donné, en fait, pouvoir repartager ça. Et quand j'ai donné naissance à ma fille, ma première fille... Comment elle s'appelle, cette première fille? Elle s'appelle Anne-Simone. C'est un mix des prénoms de nos deux mères. Et c'est aussi une référence... biblique parce que Anne dans la Bible c'est quelqu'un qui a reçu un miracle de Dieu. Celle qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a eu un enfant très tard. C'est ça. Parce qu'elle a attendu la promesse de son créateur. C'est ça, exactement. J'ai des bonnes références. C'est ça, des bonnes références. et c'est ce qui m'a... en fait, quand elle est née, je me suis dit, c'est réel, elle est vraie, elle est réelle. Comment tu t'es sentie justement quand tu as vu... cette chose, cet être sortir de toi. Enfin, moi, franchement, si j'aurais aimé être une femme, c'est juste pour ce moment. Mais ça devrait être quelque chose de frappe à dingue quand même. T'es là, t'es allongé, une jambe écartée, il y a le papa qui est là, tout le monde s'agite, et tu vois un être vivant sortir de toi. Déjà, moi, quand je vois du sang sortir de moi, alors un bébé, comment tu t'es sentie? J'ai pleuré. Tu pleures beaucoup, hein, toi, dans ton histoire, tu pleures beaucoup. Je pleure beaucoup. En général, je pleure beaucoup. Mais je pleure souvent de joie. C'est le plus important. Ouais. Et je me souviens que j'ai pleuré parce que je n'avais jamais ressenti un amour aussi pur, aussi fort. C'est incroyable. Je n'avais jamais ressenti cette dimension de l'amour. Et j'ai toujours voulu avoir des enfants parce que je voulais transmettre ça. J'ai eu une enfance qui était un peu difficile. J'ai perdu mon père dans des circonstances très, très violentes. À 11 ans, j'ai une enfance très, très difficile d'un point de vue émotionnel. Donc, j'avais toujours le besoin d'avoir une famille à qui transmettre l'amour que je n'avais pas reçu nécessairement. Et quand j'ai vu ce bébé sortir de moi, j'étais émerveillée. Et j'étais rassurée qu'elle est bien réelle, qu'elle est en vie. Et les mois qui ont suivi, ça a été la suite de ma transformation et du changement, en fait, du reste de ma vie. Parce que quand ma fille est née, c'est là que j'ai commencé, en fait, à travailler, pas travailler, mais en tout cas, à mettre en place de manière pratique ce projet aujourd'hui sur lequel qui est mon projet de vie, celui d'accompagner les femmes dans leur cheminement des règles jusqu'à la maternité. Et avant, c'était quelque chose de très abstrait. Je savais pas exactement ce que je voulais faire des connaissances que j'avais acquises, mais quand elle est née, j'ai eu la vision claire de ce que je voulais faire ensuite de manière professionnelle. Et j'ai vécu un autre miracle, c'est que 7 mois après la naissance de ma fille Anne-Simone, je suis retombée enceinte. Eh ben, deuxième. Je suis retombée enceinte. Et là, c'était encore plus inattendu. Là, c'était oh my God, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Comment ça, je suis enceinte alors que j'ai même pas encore mon retour de règles? Enfin, c'était assez incroyable.
Et donc, on s'est dit, bon, bah, il y en a un, il y en a deux, on va y aller. Et là, je me suis dit, il y a encore un an, C'est ouf. il y a encore un an, on me disait que j'allais pas avoir d'enfant. Et là, 2 ans plus tard, je me retrouve avec 2 enfants qui sont arrivés de manière complètement miraculeuse. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je me souviens cette parole que ma mère me disait. Avant, je croyais pas trop. J'étais pas aussi, ma foi n'était pas aussi solide que maintenant. Je pensais que j'étais chanceuse. Et elle m'avait dit quelque chose. Elle m'a dit, tu sais, quand Dieu te donne, il te donne en abondance. Il te donne au-delà de ce que tu as demandé. Tu avais demandé à un enfant. Tu avais même demandé juste la guérison à un enfant, mais lui, il t'en donne plus. Il te donne des enfants, il te donne une mission de vie, il te donne un chemin que tu vas suivre. Et mes filles aujourd'hui sont le déclic du travail que je fais aujourd'hui dans l'accompagnement. J'aurais jamais fait ça si je n'avais pas donné naissance à ces filles-là. Et d'ailleurs, mon entreprise porte leur nom, Anne and Ellie. La deuxième, elle s'appelle Ellie. Elle s'appelle Ellie. Donc, c'est un peu la version féminine avec 2 L-I-E, en référence à mon feu père. Mais Élie, c'était aussi un personnage de la Bible. Et oui, le prophète Élie. Le prophète Élie qui avait prophétisé à Anne, tu vas tomber enceinte, tu vas enfanter, par ta foi, tu es exaucée. Mais à l'époque, moi, j'avais pas toutes ces références. Prince. C'est pour te dire à quel point Dieu est à l'œuvre. À l'époque, moi, je donnais des noms par rapport à mes parents. C'était mignon et tout ça, mais c'est après que je me suis rendu compte que mais tu te rends même pas compte de l'alignement, que ce que tu vis, c'est la manifestation d'un miracle. Et même les prénoms de tes filles sont des manifestations, des références claires des miracles qui sont possibles. Et donc, Anne-Élie, ça a été le changement de ma vie. C'est mon bébé, c'est mon entreprise, c'est une entreprise qui change les vies aujourd'hui, qui a changé ma vie et qui continue de faire des miracles à travers le monde. Je te félicite vraiment pour cette transparence, pour cette sincérité. Ouh, ça fait du bien, ça fait du bien d'entendre ça, ça fait du bien de parler aussi un peu de foi, de parler un peu de spiritualité, ça fait vraiment du bien de se dire que oui, ça peut être toi. Oui, tu peux recevoir ce don gratuit que, pour les croyants que le Créateur nous a accordé, pour les non-croyants que la nature nous a donné. Et j'ai envie de te poser une question qui est la suivante. Aujourd'hui, tu es mère de 2 enfants, femme comblée et heureuse, avec une entreprise qui transmet et qui soigne et qui guérit aussi à travers tout ton parcours. Quelle est ta vision justement sur toutes ces consciences-là qui sont en train de se réveiller, sur le bien-être, sur l'urgence de prendre soin de soi? Je pense que c'est fondamental. Je parle surtout à travers de l'expérience d'une femme noire. On est résiliente, mais on est trop résiliente. On est trop. Et on voit les séquelles sur notre santé physique et mentale. On le voit. On voit la détérioration de notre santé, la détérioration de nos familles aussi, de nos foyers. Et je pense qu'il est crucial de revenir au centre, de revenir à l'essentiel. Je parle surtout aux femmes qui... Tout à l'heure, on parlait du fait d'être jeune. Peut-être t'es jeune, t'es dans l'insouciance. T'es dans l'insouciance de la jeunesse. Tu te dis, bon, j'ai ce problème-là, mais c'est pas très grave. De toute façon, j'ai pas de projet d'enfant pour l'instant. De toute façon, on passe des choses en priorité avant notre propre santé. Et ça, c'est quelque chose que j'adresse vraiment à tout le monde. Ça part toujours d'un manque crucial d'estime de soi. Parce que si tu as la capacité d'être là pour les autres, de donner aux autres, mais qu'à toi-même, tu ne te donnes rien, c'est qu'il y a un problème. C'est pas un manque de temps, c'est pas un manque d'énergie, c'est même pas un manque de moyens. C'est le manque de considération, d'estime de toi-même parce que tu ne te donnes pas la même valeur que tu donnes aux autres. J'ai cet exemple que je donne souvent aux femmes que j'accompagne. Je lui dis, prends soin de toi comme tu prendrais soin de quelqu'un que tu aimes. Et la manifestation ou l'exemple que j'ai
qui est le plus fort en amour, c'est un enfant. Même si c'est pas ton enfant biologique. Si on te confie un enfant, un neveu ou une nièce, le matin, tu lui donnes à manger. L'après-midi, elle fait sa petite sieste. Le soir, elle mange. Elle saute pas de repas. Elle mange bien. Elle dort bien. Tu la berces avant de dormir, etc. Mais la manière dont nous, on vit, parfois tu passes toute une journée, t'as pas mangé. C'est mon cas. J'ai bu que de l'eau et je suis en train de boire du jus de goyave avec Andrea dans ma salle de podcast. Voilà. Tu manges pas de la journée, tu dors à 3h du mat, puis quand tu vas te coucher, tu te jettes dans ton lit sans transition. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de berçage. Et c'est important pour toi de justement de faire un rituel avant de dormir, d'avoir un processus de pas d'accompagnement, mais d'entrer dans la phase du sommeil? De la même manière que c'est important le matin, tu sais, la routine matinale, quand tu te lèves, et si tu vas direct sur ton téléphone, il y a un shift, il y a quelque chose qui est différent, ton système nerveux va être hyper activé, et tu vas pas forcément avoir ce réveil smooth, contrairement à si tu te lèves le matin, tu prends du temps pour toi, si tu pries, que tu fasses ta prière, ou que tu médites, peu importe, t'as vraiment quelque chose qui te fait entrer dans ta journée, qui te permet, en fait, d'équilibrer ton système nerveux, de définir aussi tes intentions de ta journée, comment tu veux que ta journée soit, avant d'entrer dans le vif du sujet, ton travail, etc., ta routine. C'est pareil pour le soir, en fait. Quand on se couche, en fait, la difficulté, justement, de trouver le sommeil, comme on dit, c'est qu'on n'a pas de routine de sommeil. Le sommeil, il se trouve quand on est préparé. Je prends toujours l'exemple du bébé, parce que dans la chambre du bébé, on tamise des lumières, on berce le bébé, on pourrait le mettre juste au lit, en fait, et débrouille-toi, tu t'endors. Mais on est juste des grands enfants, en fait. On a juste grandi, mais nos besoins sont les mêmes. On a besoin de ça. Et ça prend pas forcément 1 heure à faire. Ça peut simplement être diffuser des huiles essentielles, tamiser sa lumière avant de dormir, prendre un bain ou une douche, se mettre de l'huile. Enfin, c'est juste des petites choses qui te reconnectent. S'occuper de soi, en fait. Te chouchouter, prendre soin de toi. Et c'est pas de notre faute non plus, c'est qu'on vit dans un monde, une société qui est profondément capitaliste. Donc, on n'a pas le temps parce qu'on travaille. C'est ça la réalité. On n'a pas le temps parce qu'on travaille. On travaille parce qu'on doit vivre. Mais on ne travaille pas pour vivre finalement, parce qu'on n'a même plus ce temps-là de prendre soin de soi. Il faut pas attendre que le problème soit là, qu'il y ait une crise, qu'il y ait une urgence pour prendre soin de soi. C'est ça mon message, c'est vraiment d'être avenant, d'être prévenant et de se rappeler comment est-ce que je prendrai soin de quelqu'un que j'aime. Et parfois, c'est pas un bébé. Ça arrive à des femmes que j'accompagne, elles me disent, moi le matin, à mon copain ou à mon mari, je lui fais son petit-déj, je m'occupe de lui, je lui sors ses vêtements. Tu fais tout ça pour ton mari, mais toi-même, tu manges pas. Tu vois ce que je veux dire? Toi-même, t'as pas mangé, toi-même, mais c'est parce que tu l'aimes que tu fais ça pour lui. Mais est-ce que tu t'aimes, toi? Pourquoi tu fais pas pour vous deux, par exemple? Tu sais, toi aussi, tu manges. Je dis non, parce que j'aurais pas le temps et tout. Mais c'est ça le point, c'est que on donne énormément et on est dans une société qui ne nous fait pas de cadeaux. La raison pour laquelle autant de femmes noires souffrent d'endométriose, de fibromes utérins, de SOPK, de troubles de fertilité, c'est que même dans le milieu médical, il y a ce qu'on appelle le racisme médical. La souffrance des femmes noires n'est pas prise autant au sérieux que la souffrance des femmes blanches. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un, c'est systémique. C'est comme ça. C'est les pathologies qui touchent le plus les femmes noires ne sont pas aussi étudiées que d'autres pathologies qui touchent tout le monde. Et c'est la société dans laquelle on vit. C'est pas quelqu'un qui est responsable, mais une fois qu'on sait ça, on est obligé de mettre davantage l'accent sur notre self-care, prendre soin de nous. Et ça n'a pas besoin d'être parfait tous les jours. Aujourd'hui, j'ai pas mangé le matin, mais j'ai mangé à midi, par exemple. J'ai sauté mon repas du matin. Pourtant, c'est essentiel pour moi. J'ai pas bu assez d'eau comme il le fallait. Mais je sais au moins que ce sont des choses qui sont importantes. Et si j'ai pas pu le faire aujourd'hui, je vais me rattraper plus tard. Et c'est ça mon message, véritablement. C'est n'attendons pas de se retrouver sur une table d'hôpital, de chirurgie, d'avoir une opération, de traverser ce que j'ai traversé, tu vois.
Moi, j'ai vécu ça pour que d'autres n'aient pas à le vivre, en fait. C'est ça le projet, c'est que j'ai vécu ça pour que d'autres n'aient pas à le vivre, pour que mon histoire serve de témoignage, apporte de l'espoir, mais aussi parle à la jeune femme aujourd'hui qui a 18 ans, qui n'est pas forcément dans un projet d'enfant, mais qui sache que, OK, il y a des pathologies qui existent, qui peuvent m'affecter. C'est quoi les bons gestes à adopter? C'est quoi les produits que je dois éviter? C'est quoi les choses chimiques c'est ça que je dois éviter? Qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour m'assurer que plus tard, j'ai pas ces problématiques? Et c'est à elle que je parle en particulier parce que beaucoup de ces problèmes peuvent être prévenus. En tout cas, Andrea, je te remercie infiniment. Merci pour tous ces conseils remplis de sagesse et surtout, ça a été des conseils remplis d'amour et encore une fois de plus d'espoir. Pour terminer, est-ce que comment je pourrais dire, parce que ça m'a vraiment touché, hein, ton histoire, ça m'a vraiment touché. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer, Andrea? Eh bien, on peut me souhaiter encore plus de force pour accompagner toutes ces femmes qui sont dans le désespoir, qui sont dans la souffrance. Il y a des moments où je me demande, Seigneur, comment je vais faire ça, en fait? Et elles sont vraiment nombreuses à m'écrire, à me contacter, et parfois je me dis mais c'est au-delà de mes forces, et ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir ce soutien, cet amour, cette force pour m'aider à continuer dans ma mission, à ne pas abandonner malgré les difficultés et à garder mon cœur aussi, parce que c'est mon cœur qui me permet d'être dans le don comme je le suis, c'est mon cœur qui me permet d'être sensible à la douleur des femmes, donc c'est ce que je vous souhaite de me souhaiter. Et ce que je vous souhaite à vous, c'est de partager ce message, vraiment. Merci à toi, Andrea. Tout ce que tu te souhaites, je te le souhaite aussi. Et je te souhaite vraiment d'être heureuse, de continuer à aider, éclairer, prévenir et surtout continuer à exhorter aussi ces femmes qui vont continuer à te contacter et elles seront de plus en plus nombreuses. Force à toi, courage Merci. à toi. On te retrouve où sur les réseaux sociaux, tu peux nous dire? Alors, sur Instagram, c'est Andrea Beaumont. On peut me trouver. Puis, on peut trouver également mon entreprise qui est Anélie. Sur Instagram, pareil. Donc, c'est essentiellement mon canal principal de communication. Et à partir de là, on a toutes les informations sur ce que je fais. Merci à toi et je te souhaite bon vent et bonne continuation. C'était Confidence avec Prince. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.